Je vous fais grâce d'une présentation individuelle parce que vous les avez découverts à travers l'accueil que vous leur avez offert. Et donc, quand on parle de la vie de mompreneur, on est tout de suite plongé dans cette problématique vie professionnelle, vie personnelle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'investis plus dans ma famille parce que j'ai une famille, ou il faut que je maintienne quand même cette activité professionnelle qui est mon travail? Et moi, j'ai envie de savoir, quand on parle de cette problématique, comment est-ce que vous voyez cet équilibre, que l'on soit dans le secteur de la pêche, dans le secteur de la santé, dans la nutrition, dans l'accompagnement ou dans la tech? Quand on parle de cet équilibre, à quoi ça ressemble pour vous? Merci beaucoup, Rougiatou. Merci à toute l'assistante d'avoir assisté massivement à ce panel. Je suis très contente de voir mes filles et mes petites filles. Moi, je vais transformer le mot. J'ai dépassé mon entrepreneur, je suis mamie entrepreneur. Je vais m'expliquer parce que mes petits-enfants sont à l'université maintenant. Le premier de mes petits-enfants est en master en génie mécanique. Les deux autres, l'une est en médecine, l'autre est en bachelor. Et puis les plus petits sont au lycée. Donc j'ai dépassé mon entrepreneur, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou non? Voilà. Le mot est important pour moi parce que très honnêtement, la majeure partie de mon temps, maintenant, je le consacre à mes petits-enfants. J'ai essayé de faire ce que je peux pour les enfants, bien sûr en tant qu'entrepreneur. Et je pense que le défi, et les défis aujourd'hui, c'est sur les petits-enfants. Parce que simplement, les époques ne sont pas les mêmes. Nous traversons quand même une période où les enfants ont besoin de beaucoup plus d'attention. Parce que simplement, c'est vrai que les mamans ont un peu moins de temps, mais surtout, l'influence extérieure est extrêmement importante. Vous pouvez avoir votre enfant qui est à la maison, mais qui en même temps dort toute la nuit. Donc, la problématique est là, elle est extrêmement importante, mais je pense que nous, en tant que femmes, nous devons faire en sorte de trouver un équilibre. L'équilibre est essentiel. Pour celles et ceux qui étaient là hier, j'ai brossé un peu le problème parce que j'ai démarré l'entrepreneuriat. J'avais ma famille ici, j'avais les enfants ici et j'avais décidé d'aller m'installer à 70 km de Dakar pour ouvrir mon officine de pharmacie. Ce n'était pas facile parce que le mari était là, les enfants étaient là. Et il fallait faire des va-et-vient, il fallait gérer à distance et il fallait être là le plus souvent possible. Ce n'était pas facile. Les routes n'étaient pas aussi bonnes. Il fallait mettre 3 heures de temps pour arriver. Je suis partie avec le dernier, parce que là, je ne pouvais pas le laisser là, il était très jeune. Mais j'ai dû laisser là une autre partie de la famille. Je disais à Rougiatou que j'avais la chance, parce que j'avais ma petite sœur qui était à l'université, et j'habite juste à côté de l'UCAD, et en grande partie, c'est elle qui a géré, en tout cas quand j'étais à Mboro, les enfants. Ce n'était pas facile. Donc je pense qu'il doit y avoir une attention particulière pour faire en sorte que cet équilibre puisse être trouvé à chaque instant. Entrepreneuriat, oui. Carrière, oui. Mais quand on décide de faire des enfants, il faut qu'en partie qu'on les assume. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Tata Sorna. C'est très juste, c'est-à-dire qu'on a nos ambitions personnelles sur le plan professionnel, mais en même temps, quand on a des enfants, il faut pouvoir être à leur côté pour les accompagner.
Et je me tourne vers Alix aujourd'hui quand on parle de cet équilibre. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Bonjour, merci pour l'accueil et bonjour à tous. Je pense que l'équilibre, il est souvent difficile à trouver parce qu'on attend aujourd'hui des femmes qu'elles soient vraiment sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'elles soient performantes dans leur travail, qu'elles soient entrepreneurs ou non, et qu'elles soient aussi des bonnes mères, épouses, qu'elles gèrent leur foyer. Et cette dualité, ça crée une tension permanente qui génère souvent beaucoup de culpabilité pour les femmes qui ont l'impression de ne jamais être vraiment au top d'un côté ou de l'autre. Et je sais qu'en tout cas dans le podcast, j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui évoquent cette difficulté à jongler et à assumer leurs responsabilités à la fois professionnelles et de femmes ou de mères sans culpabiliser. Et je pense qu'un des points clés pour faire écho aussi, c'est l'organisation. Et c'est vrai que moi, donc, j'accompagne les couples sur la grossesse, l'accouchement, et je parle beaucoup du postpartum. Je trouve que c'est une étape qui est souvent oubliée. Et j'essaye de les informer au maximum sur un peu ce qui les attend quand ils rentrent dans cette aventure de la parentalité, l'impact que ça peut avoir sur leur vie, sur leur quotidien, pour qu'ils puissent un peu anticiper, s'organiser, se préparer. Il y a toujours une part d'inconnu, forcément. Mais je trouve que quand on est informé et qu'on en parle en amont et qu'on essaye de s'organiser, ça permet quand même d'aborder plus sereinement cette phase de vie et aussi le moment charnière qui est la reprise du travail après un congé maternité, qui est souvent une étape compliquée à la fois en tant que mère et pour sa vie professionnelle. Tout à fait, c'est vraiment ça, on sent qu'il y a une tension entre ou le travail, ou la vie familiale. Et c'est vrai que c'est là qu'on sent la nécessité d'avoir une organisation qui permet de trouver un équilibre. Jasmina, qu'est-ce que tu en penses? Alors merci déjà, encore une fois. Et donc, je vais reprendre un peu ce qui a été dit de ce côté-ci. Il faut trouver cet équilibre. Mais moi, mon équilibre, il est un peu bizarre. Ma balance, elle n'est pas très tarée, quoi. Le souci, c'est que je trouve mon équilibre dans le fait de faire des priorités. Et ma principale priorité, c'est quand je suis rentrée, c'est le bien-être de mes enfants. Dans ce bien-être de mes enfants, il faudrait aussi que je sois bien. Et donc, il faut que je trouve une petite soupape dans mon activité. Et donc, c'est là que tenir, vivre mieux, avoir une activité professionnelle, ça reste dans cet équilibre, mais la balance penche un peu plus vers mes enfants. Et donc, comme ils sont la priorité, quand je dois m'arrêter, je m'arrête sûrement, mais tout en gardant la tête dans le vivre mieux. Voilà. C'est ça, donc organisation et priorité, notamment pour toi, les enfants. Et je reviens vers Fatou. On entend en filigrane que finalement, ce n'est pas juste une question d'organisation opérationnelle. Et que derrière tout ce que l'on entend, il y a quand même un socle fort qui tient toutes les femmes que vous êtes et que vous êtes dans le public. On parle de valeurs. Moi, j'ai envie de t'entendre, Fatou. Quelles sont les valeurs qui ont façonné finalement ton choix de vie et ce que tu as pu traverser, et comment est-ce que ces valeurs ont évolué? Merci, Rugiatou. Pour moi, quand j'entends parler de balance travail-famille, je souris un peu. Parce qu'étant l'aîné d'une fratrie de 5 filles et un garçon, Tao, comme on dit chez nous, je me sens l'obligation de porter la famille. Et pour moi, les études et le travail constituent un ascenseur social pour pouvoir faire face à mes responsabilités. Donc pour moi, le travail, c'est comme une religion, et l'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, quand on est dans ce circuit, quand on commence à prendre, quand on commence à travailler, on se rencontre des solutions, des sollicitudes. On se demande à chaque fois comment faire évoluer, comment équilibrer. Et quand on en arrive à ces points, je pense qu'il faut s'écouter. Se demander ce qui nous arrange nous et pas ce que pense la société. Il m'est arrivé
après avoir travaillé pendant 20 ans, de sortir d'une restructuration avec 2 entreprises, restructuration avec succès. Et quand on parle de restructuration, il y avait presque 500 personnes en jeu, il y avait des dettes fiscales, la douane, les banques, etc. C'était très compliqué. Donc, après avoir mené à succès ces restructurations, c'est pendant la restructuration que je suis devenue maman. Et après avoir mené à bien ces restructurations, j'avais besoin de souffler. J'avais besoin de souffler, j'avais besoin de tourner une page tout en gardant le travail. Et c'est là où j'ai eu une offre de travail. J'étais directrice générale de 2 sociétés. Et j'ai eu une offre de travail dans un groupe plus grand, comme un poste de directrice commerciale. Pour beaucoup, c'était manquer d'ambition de lâcher 2 postes de directrice générale pour aller vers un poste de directrice commerciale. Mais je suis très pragmatique. Étant directrice commerciale, en sachant que je gagnais presque la même chose, en sachant que j'étais dans ma zone de confort, ça me laisserait plus de temps pour me consacrer à ma famille, me reposer un peu, sortir de cette restructuration, ne plus être dans une position de challenge. J'avais besoin de ça. Maintenant que les gens pensent que je manque d'ambition, c'est leur problème. C'est aussi simple que ça. Donc, à un certain moment de la vie, il faut savoir s'occuper, faire focus et faire ce qui m'arrange. Et c'est ce que j'ai fait. Excellent. Merci beaucoup, Fatou. Je te garde encore avec moi parce que effectivement, il y a eu un temps où je vous ai présenté chacune d'entre vous et ce sont des informations qu'on peut trouver un peu partout. Mais là, ce qu'on va aller voir, c'est ce qu'aucune de vos bios ne dit. C'est aucune information qu'on va trouver sur Internet. Parce que durant ce parcours de femmes, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, vous avez fait face à de vraies difficultés, pas forcément simples tout le temps. Et je pense que ça peut nous intéresser de savoir comment est-ce que vous avez fait, chacune d'entre vous, pour surmonter ces épreuves. Alors, moi, quand je pense que ce que ma bio ne dit pas, c'est que je me suis mariée à 25 ans et j'ai eu mes enfants à 40 ans. Je me suis battue pendant 15 ans contre l'infertilité. Et ma bio ne dit pas que c'est des moments douloureux dans la vie de toutes les femmes, et certainement un peu plus douloureux dans la vie d'une femme professionnelle. Quand je vous ai dit que je n'avais pas le choix, il fallait que je travaille. J'avais mes responsabilités. Comme on dit chez nous, j'étais soutien de famille. Et quand on est soutien de famille, on est dans une famille de filles où les gens se moquaient de votre papa parce qu'il a eu 5 filles, l'une après l'autre. Et qu'on se donnait, je vais faire que mon père n'ait pas honte devant les autres d'avoir des filles. Quoi que je fasse, je vais essayer d'être la meilleure. Au lycée, j'ai essayé d'être la meilleure. Je me suis mise dans une série scientifique alors que j'étais littéraire. J'essayais d'être la meilleure. En comprenant que les sciences n'étaient pas tellement mon truc, j'ai viré en sciences économiques. Mon prof de biologie me disait les sciences éco pour les scientifiques, c'est pour les nullards. J'ai dit, on le lira. Maintenant, après, j'ai des amis qui ont fait des études scientifiques, j'ai rien à leur envier aujourd'hui. Et donc, c'est juste dire que parfois, il faut savoir suivre là où les bons chemins et ne pas se limiter à l'image qu'on donne. Et donc, je me suis battue pendant 15 ans, parallèlement au travail, sans enfants, mariés, entre les menaces de polygamie de la belle famille, les colibés des collaborateurs, parce que tu n'as pas d'enfants. Et à chaque fois que tu es en compétition avec quelqu'un, c'est là le bouton qu'il va toucher. Chaque fois que tu remontes les bretelles à un travailleur parce qu'il n'a pas bien travaillé, en sortant, il va dire à son voisin, elle est méchante parce qu'elle n'a pas d'enfant.
C'est un enfer qui est vécu. Et une fois, il y avait une réunion des syndicalistes qui me demandaient, après la restructuration, on avait payé les dettes, on avait fait un plan, j'avais fait beaucoup de choses pour le personnel parce que pour moi, il est important de tirer par le haut le capital humain avec lequel on travaille. Ce n'est pas juste une vue capitalistique, mais il y a aussi une vue assez humaine de leadership que je réclame. Lors d'une réunion syndicale, les délégués ont dit, de toute façon, si elle ne nous donne pas nos 100% d'augmentation, elle n'aura jamais ce qu'elle veut, elle ne sera jamais maman. Réunion de 300 personnes, et mon assistante qui vient en pleurs. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, ces gens sont mauvais. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, elles ont dit que tu n'auras jamais d'enfant parce que tu es méchante. J'ai dit, bon, si les femmes, seules les bonnes femmes qui sont bien avec des enfants, on ne trouverait pas des femmes qui assassinent leurs enfants après avoir accouché. Donc cette théorie ne tient pas. Elle me regarde, elle me dit, mais c'est tout ce que ça te fait. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Donc des petits coups comme ça, on en a reçu. Et je parle de ça et je parle pour toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui préparent un conseil d'administration, qui ont parallèlement des traitements à suivre. Et le jour du conseil d'administration, qui se réveillent et sont pas, les règles sont là. Tout le travail, tout l'espoir s'envole. Et cette personne qui n'a peut-être pas dormi, qui a un mal-être profond, doit venir devant son conseil d'administration faire comme si de rien n'était. Parce que ce sont des questions qui sont encore taboues. Je parle de l'entrepreneur qui prend un crédit, qui se bat au quotidien, mais qui ne dort pas. Parce qu'il y a la pression de la famille, il y a la pression du mari, il y a la pression de toute la société. Il faut penser à ces femmes qui n'ont pas d'enfants. Elles font partie de nous. Elles font partie de la société. Et c'est des tabous dont on ne parle pas, mais qui peuvent gâcher des vies. Donc pour moi, c'est ça que mon CV ne montre pas et qui me tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup, Fatou. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, les époques sont différentes. On fait partie un peu, peut-être, d'une époque où on se mariait relativement plus tôt. Je pense que celles qui étaient là hier ont entendu. J'ai fait toutes mes études supérieures jusqu'à mon doctorat de pharmacien avec des maternités. Avec des maternités jusqu'à mon doctorat. Donc, le jour de ma thèse, ma fille avait 6 ans et puis le garçon en avait 4. C'est des défis, c'est beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de... Voilà, parce que vous ne dormez pas la nuit et le matin, vous devez aller au cours. Et qui connaît des études de pharmacie savent que c'est des études quand même qui sont très dures, qui demandent beaucoup de concentration, qui demandent beaucoup d'exercices, beaucoup de choses. Et finalement, après ces études, après mon doctorat, après avoir travaillé 4 ans à la direction de la recherche, parce que moi, j'ai toujours aimé la recherche. Et j'étais vraiment, je m'étais destinée à la recherche. J'ai été affectée à la direction de la recherche, mais malheureusement, pour faire de la recherche, il faut avoir des moyens. Donc très tôt, j'ai vu aussi que, voilà, ce n'était pas là-bas. Je ne pouvais pas m'installer à Dakar, parce que Dakar était un peu bloqué, une petite saturation. Donc j'ai dû me retrouver quand même assez loin. Et je l'ai dit tout à l'heure, à Mboro. Comment gérer la famille ici, les laisser là, tout jeunes, au préscolaire, et puis, ou bien juste, pas au préscolaire, je veux dire à l'école primaire, déjà, et puis, voilà, être à 70 km. Et continuer de faire des maternités. Parce que quand je me suis installée en 88 à Mboro, en 1992, 4 ans après,
J'ai eu une fille et puis en 1994, après la dévaluation, j'ai accouché 2 mois après la dévaluation. Le jour de la dévaluation, j'étais complètement, parce que je m'étais dit, c'est fini, les médicaments vont doubler de prix, comment on va faire pour les importer, quelles sont les conséquences avec mon ventre. La nuit, je faisais le tour des supermarchés pour faire des courses, parce que je me suis dit, le lendemain, les prix vont doubler. Est-ce qu'on aura assez de produits? Donc, c'était une période compliquée. Donc, je pense que tout ça, Fatou, comme tu l'as dit, et le débat avait été amorcé hier par Stéphanie. C'est pourquoi, jeune entrepreneur, vous avez posé un problème qui peut-être n'est pas dans la question de Rouguiatou. On fait carrière jusqu'à quand? Au moment de vous marier, je vous assure, mariez-vous. Parce que moi, en tant que pharmacienne, les plus grandes difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est des femmes qui se sont mariées après 30 ans, qui sont des cadres supérieurs, diplômées de tout ce que vous voulez, mais une fois mariées, elles ont envie de faire quand même des enfants, ce qui est logique. Et on sait que juste après 27 ans, c'est très difficile d'en faire. Et c'est des traitements sur traitements. Elles ne peuvent plus trop se concentrer sur le travail. Hein. C'est des femmes vraiment qui ont fait des carrières internationales, des femmes qui ont fait carrière au niveau local, mais qui se disaient toujours « j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps ». Parce que nous, on allait un peu plus tardivement, on avait le bac vers 19 ans, 20 ans même. Aujourd'hui, vous avez le bac à 17 ans, 18 ans. Si vous faites 4 ans d'université, à 22 ans, 23 ans, vous avez le bachelor. Mais ils attendent, non, non, la carrière, non, non, la carrière, non, non. Après, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui vous convienne parce que vous êtes plus exigeante, vous êtes à un certain niveau, pas de mariage précoce, mais pas de mariage trop tard. D'autant plus qu'il a été prouvé dans le cadre de certains cancers, comme le cancer du sein, que les femmes qui se marient au-delà de 30 ans constituent un facteur de risque pour le cancer du sein. Là, vraiment, ce n'est pas pour faire peur, mais pour vous dire que c'est possible de concilier les deux. C'est possible de continuer sa carrière, de continuer même ses études, de continuer ses études. Aujourd'hui, vous avez énormément de possibilités. Vous avez des formations en ligne. Vous avez des masters au Sénégal. Vous avez des MBA au Sénégal. Vous pouvez continuer vos études, mais il faut penser aussi à la vie sociale, qui aujourd'hui, en tout cas dans notre pays, le Sénégal, est beaucoup plus importante que la vie professionnelle. Et ça, c'est une vérité. Tout à fait. Et pour preuve, ma maman, elle n'a jamais travaillé. Elle n'est même pas allée à l'école. Et pourtant, je pense qu'elle fait partie des femmes les plus heureuses. Elle s'est occupée de sa famille. Elle s'est occupée de ses parents. Elle était là. Elle faisait son marché tous les jours. Personne ne pouvait préparer pour elle. Elle était épanouie. Je vous assure, elle était épanouie. Donc, concilier les deux, comme a dit Fatou, parce que la vie sociale au Sénégal, dans notre pays, est extrêmement importante. Vous pouvez avoir le diplôme que vous voulez, être dans les stations professionnelles. Si vous n'avez pas de mari, c'est compliqué. Merci. Oh, oh. Merci, 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 merci. Alors, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. J'entends que l'expérience a touché un point sensible. J'entends que Tata Sorna a abordé quelque chose qui fait bouger toute la salle. Mais vous allez nous accorder le temps de terminer et vous allez revenir vers elle pour vos questions, n'est-ce pas? Merci. Donc, on a entendu Tata Sorna parler tout de suite
Et on sait que c'est la voix de l'expérience, elle parle de son parcours, elle parle de son vécu, n'est-ce pas? Donc, elle parle de son parcours, elle parle de son vécu, et on entend dans ce qu'elle dit que finalement, la famille a une place très importante, que c'est bien de faire des études, c'est bien de chercher à avoir une longue carrière, mais c'est tout aussi important de construire sa vie sociale, notamment en étant en couple et en ayant des enfants. C'est ce qu'elle nous partage. Et on a aussi entendu le combat que Fatou a mené pendant de longues années face à la problématique de l'hypofertilité ou de l'infertilité. Et en même temps, j'ai envie d'entendre Alix sur cette question, parce que vous toutes, comme je l'ai dit, on connaît la partie visible, mais ce qu'un CV ne dit pas, Alix. Oui. Je pense que ce que mon CV ne dit pas forcément, donc ce que je vais partager est un peu intime, mais c'est aussi peut-être quelque chose qui permet de mieux comprendre l'engagement qui est le mien aujourd'hui et pourquoi j'ai choisi cette voie-là. Puisque avant d'être doula, avant de m'installer au Sénégal il y a 3 ans, j'étais à Paris, en France, j'étais directrice commerciale dans une boîte de tech. Donc voilà, rien à voir en termes de carrière. Et en fait, quand j'étais enceinte de ma 2e fille, je devais accoucher en plein Covid. Et en France, comme ici j'imagine, mais ça paraît déjà loin maintenant, mais c'était une période extrêmement anxiogène. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, quels étaient les risques pour les mamans, pour le bébé. Les hôpitaux étaient sous une tension extrêmement forte. Le personnel soignant était débordé. Et j'entendais beaucoup de témoignages de femmes qui ont accouché dans cette période et des accouchements compliqués, pour certains traumatiques. Et ça m'a fait extrêmement peur. Je n'avais pas envie de vivre cette expérience-là. Et j'en suis retrouvée à un point où le fait d'accoucher chez moi à la maison me paraissait plus sécuritaire. J'étais en France, je précise, que d'accoucher à l'hôpital. Et quand je me suis engagée dans cette idée-là, donc mon mari qui est franco-sénégalais, qui a grandi au Sénégal, m'a dit « Écoute, tes trucs de bobo hippie, là, c'est... non ». Ça va pas le faire. Et finalement, ce qui l'a convaincu, c'est que j'ai trouvé une sage-femme qui pouvait nous accompagner, être là avec nous pendant l'accouchement, à la maison, etc. Donc il s'est dit, OK, il y a un professionnel de santé qui sera là, on y va. Et bien sûr, on dit que l'homme fait ses plans et Dieu rit. Donc en fait, j'ai accouché tellement vite que la sage-femme n'était absolument pas là. Donc j'étais toute seule et mon mari, que j'ai embarqué dans mon plan, du coup, a réceptionné notre enfant. Voilà. Et c'était une expérience imprévue dans cette dimension-là, qui était extrêmement belle, parce qu'au final, ça m'a donné une confiance en moi, en tant que personne, en tant que femme, une confiance dans mes capacités, je pense, qui est inégalée. Je me suis vraiment sentie indestructible. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait ça. Je suis capable de ça. Et de là, en fait, j'ai l'impression que toutes les épreuves qui se présentent après, je les relativise beaucoup plus. Et donc, je disais, quand je me suis installée au Sénégal avec ma famille il y a 3 ans, je devais continuer à travailler à distance pour mon entreprise, où j'étais high potential, etc. Et au bout de 2 mois, restructuration, ils m'ont dit, en fait, on s'arrête là. Et ça a été extrêmement douloureux, déjà d'un point de vue psychologique, émotionnel, de se retrouver dans un pays que je ne connaissais pas, où je n'avais pas de repères, pas d'attache, pas de famille, plus de travail, plus de salaire, plus rien. Et je pense que c'est aussi cette expérience-là et la confiance que j'ai gagnée, où je me suis dit, en fait, je suis capable de rebondir, je sais que j'ai des capacités en moi. Et de là, c'est enchaîner un cheminement, une réflexion, et qui ont fait que j'ai fait un virage complet et que j'ai embrassé la voie professionnelle qui est la mienne aujourd'hui. Et donc je pense que c'était aussi le fait de parfois voir l'opportunité derrière la difficulté, et parfois en étant mis au pied du mur, on arrive à transformer et aller de l'avant, et ça devient aussi un moteur. Tout à fait. Donc finalement, un projet pour accoucher avec une professionnelle de santé, et finalement vous vous retrouvez, ton mari et toi, tout seul. Oui. Oui. Et mon mari a assuré. Il a gardé son sang-froid, franchement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'impact que ça a pour lui, parce que lui aussi a vécu cette expérience de manière très positive. Et je pense qu'il est devenu extrêmement féministe depuis. C'est peut-être non.
Comme quoi, toutes les expériences nous apportent un apprentissage et qu'il faut, nous, à partir de notre perspective, aller chercher la leçon qu'il y a derrière ce que l'on vit, quelle que soit l'expérience. Qu'est-ce que Jasmina nous partage et qu'on ne sait pas? Après ce qu'on a dit ici, moi je suis d'accord que la société a un poids, la société sénégalaise a un réel poids sur les rôles que nous devons jouer en tant que femmes. Et notamment moi, à la naissance de mon 3e enfant, je me suis oubliée. Je me suis oubliée, c'est-à-dire que j'étais juste la maman de mes enfants, la femme de mon mari, la belle-fille, la fille de mes parents. Et moi, en tant que personne, en tant que nutritionniste, en tant que Vivre Mieux, j'avais créé Vivre Mieux en 2017. En 2018, j'ai eu ma 3e, le temps de l'allaitement et tout. J'avais vraiment coupé tout. Et donc, je me suis complètement oubliée. Résultat, je ne me reconnaissais plus. Je n'aimais pas celle que je voyais. Je m'étais complètement, le terme laissé aller, parce que j'avais juste accepté ces rôles-là et je me fondais dans des rôles qui ne me ressemblaient pas du tout. Et donc, un beau jour, je me suis levée. Il y avait une annonce de marathon. Je me suis dit, bon, maintenant, ma 3e, elle est plus ou moins grande, plus ou moins autonome. Il faudrait que je commence à prendre soin de moi. Et du jour au lendemain, j'ai dit à mon mari, tu vois, je vais m'inscrire, je vais courir 10 km. Déjà, il me regarde, à l'époque, j'avais beaucoup de poids de la grossesse. Il me dit, je vais m'inscrire, je vais courir les 10 km parce qu'il n'y a pas de raison qu'un personnel qualifié, informé, que je glisse, moi, dans tout ce qui est maladie. Ce matin, j'en parlais. L'épée de Damoclès des maladies non transmissibles, je l'ai avec mon père, je l'ai avec ma mère. Le diabète et l'hypertension, c'est dans notre famille. Et donc, il ne fallait pas que je m'oublie. Mais malheureusement, j'étais tellement dans mon rôle de femme parfaite, maman parfaite, que j'étais arrivée à m'oublier. Donc, du jour au lendemain, ça a repris. Vivre Mieux existait depuis 2017 sur papier. Je me suis dit, bon, on va reprendre Vivre Mieux. J'ai pris un cabinet, j'ai ouvert mes locaux. À l'époque, on était aux Almadies. Je me suis dit, on va reprendre les ateliers cuisine, on va refaire les ateliers discussion et je vais montrer l'exemple, montrer que c'est possible. Et de là, je me suis juste levée, j'ai commencé à m'entraîner. Ma mère m'a demandé, mais pourquoi tu cours? Qui te court après? Mais voilà, ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, malgré le fait d'être maman, d'être fille, d'être femme d'eux, j'essaie de jongler tous ces rôles-là, malgré la société, malgré ce que Tata vient de nous dire qui semble... Oui, mais quand même, j'ai supporté le poids de la société. Et donc, heureusement que j'ai eu ce wake-up call-là aussi. Parce que j'étais personnelle, j'étais formée à ne pas me laisser aller. Mais beaucoup n'ont pas cet appel. Beaucoup n'ont pas ce déclic de se dire que réveille-toi, tu n'es pas que la femme d'eux, tu n'es pas que la maman de tes enfants, tu n'es pas que la fille d'eux, tu es une personne en tant que telle. Et dès lors, les gens rigolent. Au départ, on me demandait comment j'arrivais à créer mes contenus en gérant ma famille. Je dorlote mes enfants toutes les nuits. Et donc, de là, j'étais là avec mon ordi en train de créer mes contenus et en jouant mon rôle de maman, tout en essayant de garder un juste milieu. Donc, ce que je vous dis, c'est ne pas s'oublier. Pensez à vous en tant qu'être, trouvez une balance, même si la balance sera plus penchée ailleurs que d'un autre côté. L'idée, c'est qu'il faut vraiment vous retrouver vous en tant que personne et ne pas s'oublier. Voilà. Merci beaucoup, Jasmina. C'est tout à fait juste finalement que de se positionner soi-même comme partie prenante de notre propre parcours, de se regarder et de ne pas s'oublier. Comme tu l'as dit. Et en même temps, traverser ces épreuves, finalement, ça nous met face à notre humanité. Ça nous met face à notre vulnérabilité, à cette partie de nous que l'on cherche coûte que coûte à protéger, parfois même à cacher, alors qu'elle fait partie intégrante de l'être que nous sommes. Et c'est quand on fait face à notre propre vulnérabilité qu'on comprend finalement qu'on ne peut pas avancer tout seul. Et que avoir autour de soi un écosystème aidant peut tout changer. Et c'est pour ça que je te redonne la parole, Jasmina, parce qu'effectivement, tu parles beaucoup de cet environnement aidant. Oui. En fait, l'adage qui dit qu'il faut tout un village pour gérer les enfants, c'est vrai. On a tendance à dire que je vais éduquer mes enfants comme je veux, comme je peux, mais on a besoin. Par exemple, pour être ici aujourd'hui, mon tout dernier qui a à peine 18 mois est chez mon père. Quand j'ai besoin, mes filles vont chez ma mère.
Donc il faut vraiment qu'on se serve de l'entourage qu'on a ou qu'on peut se créer pour justement avancer en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'entrepreneur. Sinon, on n'y arrive pas du tout. C'est ça. Et c'est ce qui fait sens finalement aux professions qui apportent de l'aide, les accompagnants, notamment Alix, dans ce que tu fais. Oui, je pense que c'est effectivement, comme tu le dis, important qu'il y ait toujours ce cercle de soutien autour des parents, autour de la mère particulièrement. Et je trouve que le défi aujourd'hui, c'est que, moi je le vois avec les parents que j'accompagne et ceux qui témoignent, il y a quand même les modes de vie qui évoluent pour certaines personnes. Et ce réflexe de se dire une femme qui accouche, elle va partir chez sa mère pendant 2 mois, peut-être que c'est pas possible. Et il y a aussi des femmes qui n'ont plus forcément envie de ça, parce qu'elles ont choisi leur mari, choisi de faire des enfants avec lui, et une envie que ce soit la personne ressource principale et qui soit aussi impliquée à leur côté pendant toute cette période post-accouchement, etc., et qui partagent la même réalité. Et donc ça, c'est souvent un défi, parce que ça nécessite beaucoup de communication, d'empathie, de réflexion sur les rôles de chacun. Et c'est ce que j'essaye aussi justement d'accompagner, cette transition de couple à famille, de savoir comment être dans la bonne posture pour accompagner. Moi, mon objectif, c'est d'expliquer au papa, voilà, la femme qui accouche, elle va s'occuper prioritairement de son enfant, surtout si elle allaite, et le papa doit s'occuper de la maman. C'est aussi ça, être le qu'il-faut, de pas juste donner la dépense, mais de prendre soin de la famille, et ça peut revêtir différentes formes. Et pour que la mère se sente soutenue d'un point de vue logistique, mais aussi d'un point de vue émotionnel, et qu'elle ne se sente pas isolée. Je pense que malheureusement, on a des réalités aujourd'hui qui font qu'il y a des femmes qui peuvent parfois se sentir isolées dans cette expérience de maternité, aussi parce que le sujet est quand même assez tabou. Et c'est important, voilà, de mobiliser les gens, d'impliquer du coup des personnes ressources, que ce soit des personnes en interne, le papa, les parents, ou des personnes externes comme moi, pour mieux aborder cette période-là. Finalement, la relation d'aide, elle est très importante dans la recherche de cet équilibre. Tata Sorna le disait tout à l'heure, quand elle disait qu'au moment où elle a dû partir, c'est sa sœur qui a pris le relais pour accompagner sa fille qu'elle avait laissée, tout en gardant le plus jeune avec elle. Et donc toi, dans ton travail, c'est de l'accompagnement, c'est permettre aux parents finalement de devenir une équipe, de passer de l'état de couple simple à une équipe qui travaille ensemble. Et je pense que la notion d'équipe, elle est hyper importante aussi, parce que justement, quand on forme une équipe parentale, c'est aussi plus facile pour chacun dans le couple, et notamment pour les femmes, d'avoir cette latitude de s'épanouir aussi professionnellement. Quel que soit le mode de fonctionnement, je ne pense pas qu'il y a un mode de fonctionnement idéal, chaque couple doit trouver le sien, mais en tout cas de former une équipe et d'être d'accord sur le fonctionnement et que chacun y trouve son compte, permet aux deux, mais notamment aux femmes, de pouvoir aussi investir l'énergie qu'elles souhaitent dans leur carrière. C'est très juste. Donc finalement, on se retrouve avec un besoin d'organisation pour avoir un équilibre, mais dans cet équilibre, on tient compte aussi de notre propre vulnérabilité qui va nous faire cheminer vers la relation d'aide. On regarde ce parcours et j'ai envie de vous dire, dans quelques années, quand vous serez toutes centenaires, au moins, je vous le souhaite, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous en tant que mère, en tant que femme entrepreneur? Quel héritage est-ce que vous laissez? Fatou, j'aimerais bien t'entendre sur ça. Ah, quel héritage? Là, je reste sur la lancée de ces femmes qui se battent pour l'infertilité. Je vous avais dit que c'est mon sujet. C'était pas prévu, mais quand tu m'as demandé la face cachée de mon CV, ça a sorti beaucoup de choses en moi, des choses dont on ne parle pas assez. Et pour rebondir sur ce que Sorna disait tout à l'heure, beaucoup de jeunes filles souhaitent se marier. Beaucoup de jeunes femmes souhaitent se marier, mais parfois, on ne trouve peut-être pas l'être, je ne dirais pas parfait, mais avec lequel on se retrouve dans les principes. Nous avons beaucoup de femmes qui sont célibataires ou même des divorcées qui ne cherchent
qu'à avoir un époux qui leur assure un mariage décent et digne et qu'ils ne retrouvent pas. Et dans une société musulmane où tu ne peux pas avoir de concubinage, où même à 50 ans, tu n'as pas la liberté d'aller en week-end. Vous n'allez pas sursauter, hein, je n'allais pas me faire le truc, mais à 50 ans, j'ai des amis qui ont des petits amis qui n'osent pas aller en week-end avec eux. C'est beaucoup de pression sur les femmes qui sont seules. Et je pense que pour beaucoup, elles souhaitent se marier, elles voient l'horloge biologique qui court, mais elles ne trouvent pas la personne avec qui se marier. Et c'est compliqué. N'est-ce pas les filles? Hein? Donc, si on devait retenir quelque chose par rapport à mon parcours avec un problème d'infertilité, moi, je pense que chaque jour, quand je me réveille et que je n'ai mal nulle part, je ne suis pas malade. Mes êtres chers ne sont pas malades. La vie est belle. Même si Trump gagne les élections américaines, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je remercie le Seigneur et je me dis que je suis chanceuse. Même si tout n'est pas parfait. Moi, j'ai profité de mes années d'infertilité pour apprendre. Continuer mes études, faire des cours du soir au CESAC, parce que j'avais un bachelor en commerce international. J'avais bien progressé parce que quand on n'a pas d'enfants, il n'y a pas que des inconvénients. Hein. Parfois, ça te donne beaucoup plus de temps que les autres. Donc, il faut attraper ces opportunités. Moi, je travaillais comme une malade. Je travaillais de 8h à 20h. J'ai un bon mari. Un Sénégalais, hein, je ne vais pas le laisser avec les enfants, mais j'ai un bon mari qui me comprenait, qui me soutenait, qui supportait la charge de travail. Et donc, j'ai mis à profit cette liberté, ce temps libre que j'avais. Au lieu de faire des burn-out, de crier, de pleurer tous les jours, je l'ai utilisé pour apprendre. Il me faut aller au CESAC pendant 2 ans, faire la gestion financière parce que j'avais besoin d'avoir un plus de trucs. Et à la fin, quand j'ai eu mon diplôme de gestion financière, c'est là où j'ai été nommée directrice générale, alors que j'avais commencé comme attachée commerciale et j'ai gravi les échelons. Donc moi, le temps que j'avais parce que j'étais juste une femme seule avec mon mari, je l'ai utilisé pour étudier. Je ne me suis pas laissée déstabiliser et c'est là que je vais donner le conseil. Une femme n'est pas inférieure à une autre. Que vous ayez un enfant ou pas, que vous soyez marié ou pas, que vous soyez dans un ménage monogame ou dans un ménage polygame, ou que vous soyez maîtresse, c'est votre vie. Ça ne regarde personne. C'est vos choix. Vous les assumez avec vos convictions et vous déroulez. Ça ne regarde personne. Mais encore une fois, la seule conviction que j'avais quand je n'avais pas d'enfant, c'est que vous ayez 7 enfants, ou 8, ou 10, moi, Fatou Niang, je suis fière de ce que je suis. Et je remercie le Seigneur tous les jours pour ce qu'il m'a donné. Donc, encore une fois, ne laissez personne vous laisser douter. En plus, nous autres les femmes, il faut qu'on ait ce regard bienveillant vis-à-vis des autres femmes en évitant les questions. Les questions. Une femme qui est mariée, tu lui dis alors, et le ventre, c'est pour quand? Une femme qui n'est pas mariée, où sont les gars? Tu les chasses? Ou une femme qui est avec un homme marié, tu lui dis mais le gars là, il te roule dans la farine. Ne vous en occupez pas. Soyez bienveillantes vis-à-vis des autres femmes. Parce qu'en général, ce sont les femmes qui posent ces questions. Donc nous les femmes, soyons solidaires, ne posons pas les questions, ne nous mêlons que ceux qui nous regardent. Et voilà, salam. Et donc finalement, on comprend que
quand on sera très très loin dans le temps, Fatou nous laissera comme message à ses 100 ans que chacune de nous a le droit d'être celle qu'elle est, sans attendre d'être validée par qui que ce soit. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Moi, sur cette question, je reviens toujours sur ce que j'ai vécu. Je pense que c'est possible de concilier la vie professionnelle à la vie familiale. Je pense que on était peut-être juste un peu plus organisés. Parce qu'on se mariait plus tôt, parce que le niveau d'évolution de la société n'est pas le même qu'aujourd'hui. Il fallait se marier, il fallait avoir des enfants. Je pense jusqu'à présent, j'y crois. Quand j'échange avec mes nièces, avec mes petits-enfants, c'est un sujet, le sujet évoqué par Fatou est un sujet qui revient toujours. Je leur dis, vous êtes juste un peu moins organisés. Parce que quand je regarde mes filles qui sont mariées, qui ont des enfants, le temps qu'ils mettent pour s'occuper des enfants, pour travailler, elles sont débordées. Je vous assure, elles sont débordées. Et elles ont plus de possibilités, elles ont plus d'aide. Comme elle a dit tout à l'heure, j'amène ma fille chez la maman, j'amène le... Donc vous avez plus d'aide, vous êtes beaucoup plus entourés. Pour moi, les deux sont importants. On a commencé très tard. Vous savez ce que je ne vous ai pas dit? J'ai fait la série S1. Le 24 octobre, c'était un lundi, 1977. C'était l'ouverture des classes. J'étais en terminale S1. J'ai accouché le 25 octobre 1977. J'étais en terminale S1. Est-ce que vous avez entendu? La série S1, c'est la série C, c'est la série scientifique. Beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique. Et donc finalement, on entend que la veille, la rentrée scolaire, c'était le 24 octobre. J'ai accouché le 25. Je suis restée 1 mois avant de retourner au cours parce que très jeune, accouchement compliqué, beaucoup de points, je ne pouvais pas reprendre tout de suite. À la clinique déjà, j'avais mes cahiers. J'avais un gynécologue marocain. Il est venu me dire, vous êtes la plus jeune de la clinique. Vous avez tout le temps. Si vous ratez cette année, l'année prochaine, vous reprenez votre terminale. J'ai dit non, je n'ai pas envie de retourner et de reprendre ma terminale. J'ai envie de réussir à mon bac et de réussir de façon brillante. Et Dieu m'a aidé. J'ai pu réussir à mon bac et j'ai pu faire des études brillantes. Donc, c'est possible. Il n'y a pas de... Je ne suis pas totalement d'accord avec Fatou quand elle dit c'est votre vie, qu'on ne vous pose pas de questions. Je ne suis pas d'accord. Sans doute un peu. Je ne suis pas d'accord. On peut faire les deux. Et donc, nous sommes des filles, après nous sommes des épouses, après nous sommes des mamans. On peut faire les deux. Il faut apprendre à pouvoir s'épanouir, à pouvoir prendre tout ce qu'on nous donne. On la laisse terminer. Je pense que c'est l'entrepreneuriat qui m'a... avoir cette fibre d'entrepreneur et savoir ce que ça représente, cette réussite dans la vie, de pouvoir être indépendante financièrement, de pouvoir faire face, de pouvoir évoluer. Ça a été toujours une préoccupation extrêmement importante. C'est ça. Mais en même temps, ce côté social, il est important. Encore dans nos pays, Fatou, quand on n'a personne, mais on n'a personne. Je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas de ça. Des femmes qui n'ont... Non, je ne parle pas de ça. Moi, je l'ai connue. J'ai ma belle-sœur qui est aujourd'hui à un niveau extrêmement élevé au niveau de la Banque mondiale, mais elle a attendu 18
temps. Quand je lui disais fêter, elle me dit non, c'est ma carrière. Non, moi je fais ma carrière. Vous voulez que je vous fasse des enfants. Je fais ma carrière 18 ans après. C'est quand même beaucoup. Donc, comme le sujet a été soulevé par Rougiatou, j'ai dit c'est possible. Vous êtes capable de le faire. Prenez votre temps. Vous avez la chance de terminer tôt vos études. 22 ans, 23 ans, le bachelor. Vous avez le temps de faire une spécialisation. Si vous avez envie. Comme Fatou dit, il faut avoir envie. Si vous avez une opportunité. Il y a Stéphanie qui a dit hier, il faut attendre de trouver le mec qu'il faut. Qui peut savoir? C'est vraiment celui qu'il faut. Je pense qu'il faut simplement essayer de concilier tout ça. Parce qu'on l'a fait, nous. Oui, et c'est parce qu'on l'a fait qu'on est là. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je pense que c'est ça. Tout à fait. C'est parce qu'on l'a fait qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup, Tata Sorna. Donc, vous pouvez le faire. C'est ça. Vous pouvez le faire. Vous en avez toutes les capacités. Vous êtes préparés. Toutes les filles, Fatou, sont préparées pour être des épouses. Tout à fait. C'est toutes les filles. Que ça soit conscient ou inconscient. Et en fait, finalement, on retient de Tata Sorna que pour pouvoir finalement vivre cet équilibre, il faut accorder de l'importance à la vie de couple, à la vie de famille. Parce que certaines l'ont fait, donc d'autres peuvent le faire. C'est tout à fait possible. On est un peu pris par le temps. Et du coup, c'est ça. Elle est panéliste, mais en même temps maîtresse du temps. Je vais peut-être laisser à Yasmina nous dire 2-3 mots sur les conseils et les recommandations que tu donnerais en regardant le parcours et la vie que tu as eue. Sur quoi est-ce que toi, tu terminerais? Alors, je terminerai après les deux... Oui, non. Je dirais, après les deux interventions, je terminerai sur le fait qu'il faut se faire confiance. Est-ce qu'on s'entend? Merci. Il faut se faire confiance en ayant des choix dirigés. Les choix dirigés, c'est garder en tête qu'on a des valeurs. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait de ne pas s'oublier. C'est avoir en tête que même si on devient mère, même si on devient entrepreneur, il faut garder ses valeurs pour ne pas s'oublier et se faire confiance. Le « je peux », il est là, je peux tout faire. Je peux être maman, je peux jongler derrière mes enfants, je peux faire du sport, je peux avoir une vie saine, je peux vivre mieux, mais je peux ne pas m'oublier derrière. Donc faites-vous confiance et dirigez, que ce soit comme Fatou l'a dit ou comme Tata ici, c'est exactement la même chose. Chacun doit juste garder ses valeurs et moi, ma principale valeur, c'est que malgré tout, je peux tout faire. Donc voilà. Bravo. Un dernier mot, Alix? Je trouve ça intéressant, effectivement, les échanges. Et je comprends votre expérience à Sorna, que ce que vous avez traversé et que ça vous a forgé. J'ajouterais quand même que... je ne vais pas ouvrir le chapitre patriarcat maintenant, mais on vit quand même dans un monde qui a été pensé par des hommes, pour des hommes, et que les trajectoires de carrière ne sont pas nécessairement alignées avec nos cycles de fertilité, et qu'il y a quand même un certain nombre d'obstacles à relever pour tout avoir. C'est vrai que c'est un sujet qui fait pas mal débat. Est-ce qu'on peut certainement, et ça nécessite de l'organisation, peut-être des sacrifices, pas mal de charges mentales, etc. Et là où je rejoins complètement Fatou, c'est que pour moi, le meilleur antidote à ces difficultés-là, c'est la solidarité féminine. Les réseaux de femmes, avoir des amis à qui on puisse se confier, c'est vraiment ça qui fait la différence, et d'avoir beaucoup de bienveillance et de douceur les unes envers les autres. Je pense que c'est important. Excellent. Merci beaucoup, Alix. Merci beaucoup. Alors, on va juste prendre 2 questions. Ouma? Non, oui. J'en ai une là et une là. Là. Bonjour. C'est pour une petite contribution par rapport à ce que disait Sorna. Je pense qu'on peut allier les deux. Parce que moi, j'ai vécu cette situation-là. Moi, j'ai eu le bac très jeune et je me suis mariée 2 mois après le bac.
J'avais commencé à faire des études de médecine, je n'ai pas pu continuer parce qu'en deuxième année, c'est là où j'ai accouché ma première fille. Bon, je me suis dit que comme j'étais en groupe, j'étais avec mes collègues, je ne voulais pas qu'on me laisse en rade. J'étais obligée de changer, d'aller faire la pharmacie pour faire 5 ans au lieu de 7 ans. Et quand j'ai fait la pharmacie, je l'ai fait tac-tac. Et comme disait Sorda, moi aussi, je faisais partie des premières. Et j'étais mariée. J'ai fait les deux en même temps. C'était très dur. Rentrer le soir, préparer à manger. Tu es dans la cuisine, tu as tes caquets à côté, tu as ta fille. Heureusement que j'avais ma sœur à côté de moi pour m'aider avec ma fille. Donc, quand j'ai voulu continuer, j'ai terminé mes études de pharmacie. J'ai voulu continuer. J'étais à la fac de sciences. Première année, deuxième année, je n'ai pas pu continuer parce que bon, c'était la pression familiale. Je ne veux pas faire des enfants. Le mari qui est là, il faut faire deuxième enfant, etc. Donc, la fille et le fils qui est venu après, ils ont 8 ans de différence. Ben, je tenais à terminer mes études, malgré qu'il y avait cette pression-là. Et c'était très dur. Oui. Je ne peux pas continuer à parler. Sorna a raison. On peut faire les deux en même temps si on a envie de le faire. Oui, il faut être courageux pour le faire. Il faut être déterminé pour le faire. Et si on a la chance d'avoir un mari juste après les études, il faut se marier et faire les deux. Si on n'a pas la chance, on peut attendre la fin des études. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus agréable d'allier les deux. Mais il faudrait avoir un mari qui te comprend. C'est ça, c'est ça. Si on n'a pas un mari qui te comprend, ça c'est des difficultés. Hein. Donc là, ça, je vous le dis, hein. Là, vous parlez finalement de votre expérience et de l'importance d'avoir un mari compréhensif. Oui. Moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit 2 à 3 fois que c'est très dur. Et je pense que c'est ce très dur aujourd'hui que les générations veulent relativiser. Ils veulent prendre de la distance avec le très dur. Et en fait, finalement, toutes les approches sont OK. Deuxième intervention. Oui. Là. Ah, c'était elle. Ah, c'était vous? Oui. Je passe alors. Donc, bonjour à tous. Pareil, c'était pour donner une petite contribution. Donc, je m'appelle Sokwana, je suis issue de la diaspora, je suis française d'origine malienne qui s'est installée au Sénégal. Et donc, du coup, j'ai envie de dire que, en fait, là, il y a les 2 générations. Il y a la nouvelle génération et il y a l'ancienne génération. Et donc, moi, j'ai vécu un mariage forcé à 18 ans en France. Donc, qui l'eût cru, en France. Et donc, du coup, j'ai subi ce mariage forcé en même temps que mes études, mais avec la persévérance et aussi le fait d'avoir osé... désolée, je tremble un peu parce que je livre un peu. Bravo. Voilà. Voilà. Donc j'ai passé mon bac alors que j'étais dans un foyer pour jeunes filles parce que j'avais dit non à ce mariage-là et donc du coup j'avais été rejetée par ma famille. Donc le poids de la double culture ont fait que ça m'a donné une force pour me dire que en tant que femme et aînée aussi, je devais montrer à mes sœurs qu'on avait le choix dans la vie. Et que peu importe là où on naissait, c'est pas parce qu'on avait le choix qu'on pouvait pas être aligné avec les valeurs que la famille voulait nous transmettre. Et aujourd'hui, je vous remercie, mesdames, parce qu'en fait, vous m'avez encore donné de la force. Parce que quand on arrive dans un pays qu'on décode pas facilement, parce que même si le Mali et le Sénégal sont voisins, il y a vraiment un grand écart entre les cultures. Je suis entrepreneur ici et je viens de subir aussi ce truc où on parle d'isolement social, où on se sent seul parce qu'on ne comprend pas forcément les codes. Et aujourd'hui, grâce à cette journée, je me dis j'ai bien fait d'avoir quitté la France parce que je me suis retrouvée, je sais qui je suis, je sais où je veux aller. Et continuons et osons être individuels dans une société et ensemble. Merci Sokwana, merci beaucoup. Je prends juste une dernière contribution Oui, voilà, juste une dernière. Merci. Alors moi je m'appelle Sorna, donc j'ai une tourne d'or là-bas chez Tata. Merci pour vos contributions. Je pense que moi je suis entre les 2 générations, donc j'ai 43, 44, je ne sais plus trop, je compte plus. Et donc j'ai vu une maman se battre, j'ai vu une maman de votre âge, Tata Sorna, se battre indéfiniment pour son foyer, pour son travail, etc. Moi, je suis une femme indépendante, je suis une femme libre. Et je pense que la différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes profils de mari aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est une chose qui est très importante.
Nos papas étaient des hommes valeureux. Nos maris sont des peureux. Pas tous. Hein? Je pense qu'on souhaite être en couple, on souhaite être marié. Mais quand on est mal marié, je pense qu'on peut autant réussir sa vie. Il faut donner cette liberté-là. Merci beaucoup, Sarna. Je suis également coach pour vous dire en fait dans quelle posture je me pose quand j'accompagne des femmes. Voilà. Merci beaucoup, Sarna. Merci beaucoup. Merci. La maîtresse du